texte de Victor Hugo, l'un des plus grands romanciers du XIXe siècle qui a marqué son époque et qui a marqué l'histoire de la littérature française. Parmi ses œuvres, les plus grands de ses œuvres, bien sûr, c'est un roman intitulé Les Misérables. On va lire deux extraits. Le premier, c'est de la 4e partie, et le deuxième, c'est de la 2e partie. Ce sont deux portraits de Cosette. Le premier que je vais lire maintenant, c'est Elle était jolie. Et le deuxième que Marois va lire, c'est Elle était laide. Ce sont deux portraits contradictoires de Cosette, et c'est à vous de décider si elle était jolie ou elle était laide. Elle était jolie. Un jour, Cosette se regarda par hasard dans son miroir et se dit « Tiens !» Il lui semblait presque qu'elle était jolie. Ceci la jeta dans un trouble singulier. Jusqu'à ce moment, elle n'avait point songé à sa figure. Elle se voyait dans son miroir, mais elle ne s'y regardait pas. Et puis, on lui avait souvent dit qu'elle était laide. Jean Valjean seul disait doucement « Mais non, mais non. » Quoi qu'il en fût, Cosette s'était toujours crue laide et avait grandi dans cette idée avec la résignation facile de l'enfance. Voici que tout d'un coup, son miroir lui disait comme Jean Valjean « Mais non !» Elle ne dormit pas de la nuit. « Si j'étais jolie, pensait-elle, comme cela serait drôle que je fusse jolie. » Et elle se rappelait celle de ses compagnes dont la beauté faisait effet dans le couvent. Et elle se disait « Comment ? Je serai comme mademoiselle une telle ?» Le lendemain, elle se regarda, mais non par hasard. Et elle douta. « Où avais-je l'esprit ? Non, je suis laide !» Elle avait tout simplement mal dormi, elle avait les yeux battus et elle était pâle. Elle ne s'était pas sentie très joyeuse la veille de croire à sa beauté, mais elle fut triste de n'y plus croire. Elle se regarda, elle ne se regarda plus, et pendant plus de 15 jours, elle tâcha de se coiffer, tournant le dos au miroir. Le soir, après le dîner, elle faisait assez habituellement de la tapisserie dans le salon, ou quelque ouvrage de couvent. Et Jean Valjean lisait à côté d'elle. Une fois, elle leva les yeux de son ouvrage et elle fut toute surprise de la façon inquiète dont son père la regardait. Une autre fois, elle passait dans la rue. Il lui semblait que quelqu'un qu'elle ne vit pas disait derrière elle « Jolie femme, mais mal mise. » Ben, pensa-t-elle, ce n'est pas moi, je suis bien mise et laide. Elle avait alors son chapeau de peluche et sa robe de mérinos. Un jour enfin, elle était dans le jardin. Et elle entendit la pauvre vieille Toussaint qui disait « Monsieur, remarquez-vous comme mademoiselle devient jolie ?» Elle n'entendit pas ce que son père répondit. Les paroles de Toussaint furent pour elle une sorte de commotion. Elle s'échappa du jardin, monta de sa chambre, courut à la glace. Il y avait 3 mois qu'elle ne s'était pas regardée. Et poussa un cri. Elle venait de s'éblouir elle-même. Elle était laide. Cosette était laide, heureuse. Elle eût peut-être été jolie. Nous avons déjà esquissé cette petite figure sombre. Cosette était maigre et blême. Elle avait près de 8 ans. On lui en eût donné à peine 6. Ses grands yeux enfoncés dans une sorte d'ombre profonde étaient presque éteints à force d'avoir pleuré. Les coins de sa bouche avaient cette courbe de l'angoisse habituelle qu'on observe chez les condamnés et chez les malades désespérés. Ses mains étaient comme sa mère l'avait deviné, perdues d'engelure. Le feu qui l'éclairait en ce moment faisait saillir les angles de ses os et rendait sa maigreur affreusement visible. Comme elle grelottait toujours, elle avait pris l'habitude de serrer ses 2 genoux l'un contre l'autre.
Tout son vêtement n'était qu'un haillon qui eût fait pitié l'été et qui faisait horreur l'hiver. Elle n'avait sur elle que de la toile trouée, pas un chiffon de laine. On voyait sa peau çà et là, et l'on y distinguait partout des taches bleues ou noires qui indiquaient les endroits où la Thénardier l'avait touchée. Ses jambes nues étaient rouges et grêles. Le creux de ses clavicules était à faire pleurer. Toute la personne de cet enfant, son allure, son attitude, le son de sa voix, ses intervalles entre un mot et l'autre, son regard, son silence, son moindre geste, exprimaient et traduisaient une seule idée: la crainte. La crainte était répandue sur elle. Elle en était pour ainsi dire couverte. La crainte ramenait ses coudes contre ses hanches, retirait ses talons sous ses jupes, lui faisait tenir le moins de place possible, ne lui laissait de souffle que le nécessaire, et était devenue ce qu'on pourrait appeler son habitude de cœur, sans variation possible que d'augmenter. Il y avait au fond de sa prunelle un coin étonné où était la terreur. Merci.